Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur ImoWeek.fr. J'ai le plaisir de vous présenter le dernier magazine de ImoWeek, publié à l'occasion du MIPIM et consacré aux 50 femmes qui font l'immobilier. Vous allez découvrir des portraits extrêmement intéressants de toutes ces femmes emblématiques de l'immobilier d'aujourd'hui. Elle est emblématique au niveau architectural, c'est Alice Barrois qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Alice Barrois. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'agence Grimshaw, une agence d'architecture internationale, dont le directeur associé est Antoine Depretz. Bonjour. Bonjour. Merci Antoine d'être avec nous également. Alors on va évoquer, bien sûr, on va parler d'architecture aujourd'hui dans cette émission et notamment de transformation et de valorisation des bâtiments existants. J'ai envie de vous demander d'abord comment chez Grimshaw vous arrivez à réconcilier la nécessité de transformer et valoriser les bâtiments existants avec la tentation de construire du neuf dans le contexte actuel de raréfaction de ressources, du foncier et bien sûr de décarbonation. Alice. Alors tout d'abord, il faut engendrer une démarche, un changement et aller vers une posture de ne plus construire du neuf, tout simplement. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a une approche à l'échelle urbaine qui est quand on travaille sur un plan directeur, sur la ville, sur du territoire, de réfléchir sur ce qui est le foncier existant, ce qui est déjà là. Il y a une quantité de foncier qui est déjà existant aujourd'hui qui est phénoménale, surtout dans nos pays, où on peut faire avec en réalité. Donc c'est la question de la transformation de ces usages, ça vient re-questionner les programmations des projets sur lesquels on fait et la capacité ou non à pouvoir les re-questionner et à quel moment. Donc c'est souvent une réflexion là qui se fait en amont sur les projets, quand on va définir la vision générale d'un morceau de territoire, d'un territoire ou d'un futur bâtiment et de considérer ce qui est sur place. Le volet suivant, c'est, puisque la ville, il faut qu'on continue de la faire transformer, les usages évoluent, on ne peut pas demander de manière collective avoir un mode de vie responsable et sobre et en même temps ne pas avoir les infrastructures qui vont avec. Donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer cette ville et les infrastructures au quotidien, il faut continuer de la transformer et donc pour ça il faut pouvoir continuer à construire des choses. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de mettre en valeur des éléments de matériaux, des éléments de recyclage, de réusage de ce qu'on a déjà pour pouvoir continuer à faire évoluer les bâtiments et leurs usages. Donc il y a vraiment deux volets à la fois dans la réflexion de comment on habite dans les endroits, dans la ville, dans les bâtiments qu'on a déjà, et ensuite sur vraiment la technique de la construction, la méthode de construction, et comment on va aller chercher d'autres matériaux différents, de pouvoir trouver de nouveaux usages, de pouvoir réutiliser ce qu'on a sur place, de trouver des cercles, c'est au final créer une économie circulaire, de changer le modèle économique du milieu de la construction de manière à ce que tout ce qui est déjà présent puisse servir de ressource et non pas comme un déchet. C'est un sacré défi quand même. Quand vous dites aussi partir de la réflexion, ne plus construire du neuf. Alors j'imagine que des promoteurs qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qui ne vont pas être forcément d'accord avec ce que vous dites. C'est une réflexion qu'il faut faire entendre justement. Je pense à la FPI notamment. Qu'il faut faire entendre et sur lequel il faut considérer vraiment tous les volets. Quand on dit faire du neuf, ce n'est pas plus jamais construire un bâtiment au sens un nouvel usage. Mais quand on va aller construire un nouvel usage, c'est quelle quantité de matériaux qu'on a déjà sur place, qu'on peut aller chercher de la brique d'un bâtiment qui est à côté, qui est déconstruit, quelle quantité d'un bâtiment, de la structure qu'on peut garder de ce bâtiment existant, quelle quantité de matériaux de seconde œuvre on peut déjà utiliser, quelle quantité de matériaux sur tout ce qui est fluide, tout ce qui est réseau. Il y a vraiment tout un volet sur le pas construire du neuf qui est vraiment dans la technique de construction et qui est nécessaire d'aller explorer sur les usages. Donc au final, je pense qu'on arrivera tous à s'entendre à un moment donné, c'est de trouver la bonne méthode pour le travailler ensemble. Alors comment on arrive à trouver un équilibre justement entre densification urbaine, préservation des espaces naturels pour favoriser cette résilience climatique et aussi la qualité de vie des habitants? Ouais. Ce qui est important de considérer, c'est que pour avoir un équilibre sur le territoire qui engage, on va dire, vers un modèle climatique plus respectueux de l'environnement, il faut considérer la place de la nature dans notre quotidien. Ouais. Ça, il faut le faire d'un point de vue philosophique. Quelle place on souhaite collectivement accorder à cette nature dans nos quotidiens. Et ensuite, de considérer tous les usages qu'elle peut avoir au-delà du bienfait de confort, les îlots de chaleur, l'agriculture. La nature, elle apporte énormément de choses. Elle apporte aussi des matériaux, elle apporte des ressources. Donc, il faut considérer l'ensemble de ce qu'elle peut nous apporter et avoir une réflexion sur le territoire d'à quel endroit on doit l'avoir. Donc, on le voit déjà, hein, je pense à des nouveaux quartiers qui sont en train de se créer. Je pense à Bordeaux notamment ou des villes comme ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est la réflexion de créer une infrastructure verte avec tous les usages et tous les cycles de ressources
qu'elle doit intégrer, les cycles de l'eau par exemple, qui sont essentiels, de pouvoir les intégrer dans la réflexion urbaine, beaucoup plus proche dans le quotidien, et d'éviter d'aller vers les extrêmes. On va avoir quelque chose d'excessivement dense ou quelque chose d'excessivement étalé, puisque l'étalement va aussi créer énormément de besoins de mobilité. C'est donc de trouver des modèles, et je dis bien des modèles parce que c'est au pluriel, des modèles urbains différents et adaptés selon les territoires et selon les usages, selon les modèles climatiques aussi. On n'aura pas la même réponse, on ne devrait pas avoir la même réponse dans le nord de la France que dans le sud de la France, qu'en Chine, qu'aux États-Unis. Et c'est vraiment de considérer différents modèles de villes, de territoires, de services, de mobilité, d'industrie, pour que l'équilibre entre espace naturel, espace agricole, espace habité, les industries, il faut intégrer l'industrie dans cet ensemble-là, puisse trouver une manière équilibrée de fonctionner. Antoine, vous vouliez compléter les propos d'Alice. Je pense que ce qui est important de rajouter sur cette question des différents modèles, c'est qu'il faut aussi penser à différentes échelles. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et c'est à l'échelle de la ville jusqu'à l'échelle du bâtiment. Donc c'est les politiques publiques de programmation et d'urbanisme qui mettent le végétal et la nature au centre de la ville. Mais c'est aussi les architectes, les promoteurs et les maîtrises d'ouvrage qui remettent aussi de la nature dans les projets, avec une manière de penser différemment le projet et de penser différemment les bâtiments de demain. C'est vrai que c'est important. Alors justement, vous l'avez dit, on l'a dit, vous êtes une agence d'architecture internationale. Est-ce que les modèles que vous pouvez croiser d'une ville, je ne sais pas, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, avec ce qui se fait en France, est-ce que chaque exemple sert une autre réalisation, par exemple ? Est-ce qu'on peut s'inspirer en fait On peut s'inspirer dans le sens négatif et le sens positif, dans les deux sens. Effectivement, il y a forcément des exemples très bons à l'étranger qui vont être intéressants de réintégrer. Et à l'inverse, ça permet aussi d'avoir un regard positif sur ce qu'on fait en France. Il y a une volonté sur les grandes métropoles françaises de s'éloigner de plus en plus de mobilité très carbonée avec la voiture individuelle pour retrouver une plus grande diversité. C'est de pas complètement exclure les éléments, mais c'est de trouver une plus grande diversité, donc de donner la possibilité à chaque citoyen d'avoir un accès à une diversité de mobilité. Et ça, c'est excessivement important. À l'inverse de villes qui sont conçues 100% pour la voiture, ça devient excessivement compliqué. Donc cette transition, et ce que dit Antoine, effectivement, sur l'importance du modèle politique et des collectivités d'engendrer ces transitions du point de vue des services et de la mobilité au quotidien, elle est vraiment essentielle pour en faire des villes résilientes. Donc on a besoin des modèles politiques aujourd'hui, c'est essentiel. Alors, oui Antoine. Ouais. Non, j'allais dire, il y a différentes approches à travers le monde. On n'a pas tous les mêmes manières de voir les choses, la décarbonation ou la compensation carbone. Je pense que même si on peut avoir une vision qui se tourne beaucoup sur la manière dont on fait en France, il faut aussi rester positif et se dire qu'à l'échelle mondiale, il y a des choses qui évoluent et qui bougent, et que tout ce qui fait baisser nos consommations et notre dépendance au carbone est forcément bon pour la planète. Alors à partir de tout ça, si on entrait dans le concret, est-ce que vous pouvez nous parler des programmes que vous avez en cours de livraison ou qui viennent d'être signés par Grimshaw ? Peut-être 3 programmes, pas aller, on part sur 3. On peut mentionner un premier programme qui est en Australie, qui est un centre aquatique, le centre de Parramatta, qui est un centre aquatique et sportif, qui est vraiment un équipement pour la collectivité, pour la communauté locale. Ce qui est intéressant quand on regarde les images de ce projet, c'est qu'il est vraiment intégré dans son paysage. Il y a vraiment un travail entre la topographie du site et la végétalisation au niveau de la toiture qui vient faire intégrer, presque faire disparaître par endroits le bâtiment dans son territoire et dans cette nature, et dans lequel on retrouve pas juste le centre aquatique, mais vraiment l'ensemble des services sport et bien-être à la collectivité. Donc c'est vraiment cette intégration, comme on le dit tout à l'heure, du végétal, des différents usages et de la diversité des usages, que ce soit en intérieur et extérieur, puisqu'on est en Australie, on a cette capacité à avoir des usages intérieurs et extérieurs très intéressants et assez poreux au final entre le milieu clos et le milieu extérieur, pour créer des endroits qui soient confortables. C'est ça, c'est vraiment donner de la notion de confort, et d'autant plus sur un bâtiment de loisirs comme celui-ci. Donc ça, c'est un premier bâtiment. Tu peux mentionner Le deuxième, moi, je voudrais mentionner, c'est la passerelle Robert Poujade à Toulouse, qui est le premier projet livré par Grimshaw en France, qui a été livré l'année dernière, et qui est vraiment cette question de la vision de l'échelle de la ville, puisque cette passerelle, elle est dans le cadre de la renaturation de l'île du Ramier, menée par la ville de Toulouse et la métropole, qui a visé, après le déplacement du centre des congrès hors de la ville, à redonner à la ville et aux Toulousains un espace public végétalisé, un poumon vert, au cœur de la ville. Et donc cette passerelle, elle a la vocation de venir relier cette ville à ce nouveau poumon vert écologique au cœur de la ville. Donc c'est le bon exemple de comment une politique publique de ville, d'urbanisme, de développement peut permettre de ramener cette question de la nature au milieu de la ville. Et puis le dernier projet qu'on peut mentionner, la ligne Elisabeth à Londres, qui est une ligne de métro,
qui est une ligne métro qui vient s'intégrer dans le cœur de Londres. Donc on est vraiment dans un lieu excessivement dense, Ouais. avec une question complexe de comment on construit encore dans ces milieux denses, qui est nécessaire pour pouvoir permettre une meilleure mobilité des gens du Grand Londres vers le centre de Londres et de pouvoir croiser effectivement, de relier avec le réseau existant. Donc ce sont des nouvelles stations souterraines dans le centre de Londres. L'agence a réalisé l'ensemble de l'habillage de tout ce que l'on voit à l'intérieur de station, donc de la première marche d'escalator jusqu'aux façades de quai. Ce travail, il est très intéressant du point de vue de la technique et de la méthode de fabrication. On est vraiment venu épouser le génie civil, de travailler sur des modèles de préfabrication et de simplification du second œuvre et de l'intégration des réseaux. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière une image qui est très épurée, puisque il y a vraiment tout un habillage blanc qui est en composite ciment vert, donc un matériau très solide qui fait pour durer dans le temps et résister aux années qui passent et à l'usure dans un environnement qui est quand même assez contraint, avec l'ensemble des réseaux et des services qui sont faits pour être évolués. Je peux donner par exemple un exemple tout simple, c'est qu'il y a des éléments totems qui permettent d'être démontés très facilement et qui intègrent toute la technique, facilement accessible pour un mainteneur depuis le sol. Et l'élément éclairage qui peut facilement être transformé, enlevé au fur et à mesure des technologies LED sans venir impacter le reste de la signalétique, et aussi adapté par exemple pour venir gérer la question de l'empoussièrement et de ne pas pouvoir gérer le ménage tous les jours. Donc il y a vraiment un travail sur l'intégration des réseaux avec le génie civil et ensuite avec l'opérateur là maintenant sur l'ensemble du réseau. C'est vraiment ce travail qui en fait pour l'usager, en tout cas quand on se balade dans l'espace, un environnement qui est épuré, dans lequel on n'est pas perturbé par un ensemble d'éléments qui vient polluer l'espace visuellement, du point de vue de l'acoustique et de l'éclairage, d'avoir un espace qui est le plus simple pour que l'usager, quand il sort du métro, la seule chose qu'il a regardé, c'est le panneau d'où est-ce qu'il sort. Et au final, c'est aussi simple que ça. C'est extrêmement innovant. C'est adaptable dans d'autres villes, par exemple C'est adaptable. Après, la complexité des projets de transport comme celui-ci, c'est que là, c'était un projet de transport neuf. Donc, c'est plus facile de le faire dans le cadre de transport neuf. Là, on avait une mission transverse qui permettait de travailler justement la cohérence entre les différentes stations. La difficulté sur les réseaux de transport, c'est que beaucoup sont existants. Il faut savoir les faire évoluer, mais il y a une vraie réflexion de cohérence d'ensemble qui peut être effectivement transmise sur des projets existants qui doivent se faire forcément de manière différente, adaptée avec les technologies. Antoine, vous vouliez rajouter ? Non, j'allais dire que ces trois projets montrent un peu ce qu'on a expliqué juste avant, l'échelle à laquelle, en tant qu'architecte, on peut intervenir. Avec cette échelle, à la fin, sur le projet d'Elizabeth Line, de nos convictions que l'infrastructure de transport que l'on met en œuvre dans les nouvelles villes de demain sont importantes pour les déplacements et pour les futurs citoyens. Et c'est pour ça que l'agence aujourd'hui est fortement engagée dans ces démarches-là et dans ces projets, notamment en France avec le projet de la gare de la Défense sur la ligne 15 ouest du Grand Paris Express, ou plus récemment à Lyon avec la ligne de tram express de l'ouest lyonnais, sur laquelle nous développons une des stations. J'ai une dernière question, peut-être vous n'aurez pas le temps d'y répondre complètement, mais en tout cas de donner une petite ébauche. Quel rôle l'architecture peut-elle jouer dans la transformation des villes pour les rendre plus durables et résilientes finalement ? Elle a tout à jouer parce que l'architecture, c'est absolument pas du tout une question d'esthétique. L'architecture, elle est là pour mettre en œuvre et en cohérence l'ensemble des fonctionnalités. Et donc, dans ce moment assez particulier, au final, où on a besoin de faire évoluer nos usages, où on a eu d'un seul coup accès à beaucoup de nouvelles technologies, où on est face à un enjeu climatique qui est pas juste dans un seul territoire, mais qui est vraiment mondial, l'architecture est ce qui va permettre, je pense, de créer cette cohérence d'ensemble des différentes problématiques individuelles dans les différents métiers et d'essayer de créer du lien entre. C'est vraiment ça qui est important pour trouver la solution, c'est de faire du lien entre les différentes thématiques, les différents métiers, pour trouver des solutions collectives, que ce soit pour le politique, pour sa collectivité, que ce soit l'entreprise dans sa manière de construire. Il faut pouvoir faire du lien entre les différents éléments et c'est là où l'architecture a un vrai rôle à jouer. Antoine ? J'ai l'habitude de dire que l'architecte est un peu le chef d'orchestre de l'acte de construire et c'est à nous de coordonner et de mettre en musique tous ces nouveaux éléments, qu'ils soient techniques, esthétiques ou urbains, pour que les villes de demain, les projets de demain, les bâtiments de demain répondent mieux aux changements climatiques et aux défis à venir. C'est toujours un bonheur d'interviewer des architectes parce que vous nous donnez une image
très belle, toujours de ce que l'on peut faire, de la créativité qui est la vôtre et de ce que sera la ville de demain. Merci beaucoup, Alice Barrois. Merci, Antoine Depretz, l'agence internationale d'architecture Grimshaw, donc avec plein de projets. On va suivre ça de très très près. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très vite sur imoweek.fr.